Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric qui va nous parler de son parcours dans la maladie respiratoire et jusqu'à la greffe de poumon et comment, après avoir côtoyé la mort, il a reconstruit sa vie. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Est-ce que, juste pour te connaître un peu plus, est-ce que tu as des passions, loisirs que tu fais actuellement dans ta vie? Alors, la moto, j'aime bien la moto, j'ai toujours aimé la moto. Le tir, je fais du tir, donc de précision. Ok. Du tir à l'arme longue et du tir à l'arme de poing. Ok. Et après, j'aime me balader, j'aime ma chienne. J'aime passer des moments avec ma chienne, c'est ma passion. Ma chienne, c'est ma passion, c'est l'amour de ma vie. C'est un berger australien. Ok. Un berger australien, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est gentille, elle obéit. C'est un amour, voilà. Et c'est vrai que je passe pas mal de temps avec elle, puisque je travaille plus. Donc te promener avec ta chienne. Ouais, voilà. Je passe beaucoup de temps avec ma chienne. Ok. Bon écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc on va commencer par expliquer un petit peu ton parcours dans la maladie. Comment t'en es arrivé déjà à être au courant de l'arrivée de cette pathologie-là, et puis après l'évolution de tout ça et comment ça est arrivé jusqu'à la greffe. Donc là, est-ce que tu peux commencer par le début? Ouais, le début, en fin de compte, la maladie était complètement... j'en étais pas conscient du tout et elle n'avait pas été diagnostiquée par aucun médecin. En fin de compte, j'étais très essoufflé. Je me suis dit qu'en reprenant le sport, ça allait aller mieux. Ça n'allait pas mieux. J'ai consulté un médecin qui m'a fait une radio des poumons et qui en est ressorti qu'en fin de compte, j'avais des poumons de soi-disant grands sportifs, que ça se voyait pas, qu'il n'y avait rien. Donc j'ai mis ça sur le compte de la cigarette. J'ai arrêté de fumer, puisqu'on dit que quand on arrête de fumer, on récupère dans les 6 mois quand même pas mal de capacité. J'ai arrêté de fumer. Et malgré tout, j'étais toujours ça continue. Toujours et donc là, pour carence. situer, t'avais quel âge à peu près? Au début 45 ans. Ok. À peu près 45 ans. Et tu fumais depuis Depuis 30 ans. Et beaucoup? J'ai commencé à 15 ans, 3 paquets par jour. Ok. Alors 3 paquets par jour les 25 dernières années. Ouais. Mais 3 paquets par jour, ouais, quand même. Ok. Ouais. Donc t'as arrêté de fumer? J'ai arrêté de fumer. T'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Premier combat, bravo. J'avais essayé plusieurs fois, avec tout ce qui existe sur Terre, les patchs, le Ziban, le Champix, etc., etc. Et en fin de compte, j'ai arrêté sans rien. Ok. J'ai réussi à arrêter du jour au lendemain sans rien. Alors après, chacun son truc. Moi, j'ai lu un livre. J'ai une amie qui avait arrêté de fumer, qui m'a conseillé de lire un livre, qui m'a offert le livre. J'ai lu ce livre et le lendemain, j'ai arrêté de fumer. Et ça a fonctionné? Ouais, ça a marché et vraiment bien. Tu peux nous dire si tu sais le nom du livre? Ouais, la méthode simple pour arrêter de fumer d'Alain Carr. En fin de compte, c'est un livre qui nous explique comment on se conditionne en tant que fumeur. Et à partir du moment où on sait comment on est conditionné en tant que fumeur, qui nous donne la méthode entre guillemets, parce que chacun interprète un peu à sa manière, mais qui nous donne la méthode pour se déconditionner. Alors, par contre, quand j'ai arrêté de fumer, je vais dire que ça n'a pas été très compliqué, mais j'avais aussi une autre motivation à côté, c'est-à-dire que je prenais un nouveau job. Ah oui. Un nouveau job à responsabilité, c'était une création. Donc j'ai vécu la construction du bâtiment, la mise en place du stock, etc., etc., etc. Donc est-ce que ça m'a pas aidé non plus? Peut-être, certainement, oui, c'est un nouveau départ. Ouais, certainement que ça m'a aidé. C'était l'occasion. J'ai dit, je commence ce job, j'arrête de fumer. Voilà. Et tu reprends le sport? Et je reprends le sport. Et j'ai voulu reprendre le sport toujours pareil. Donc impossible, je courais 3 minutes et j'étais essoufflé. Je suis allé voir un autre médecin qui m'a fait faire un scanner et qui donc a diagnostiqué que j'avais une BPCO avec un emphysème. Donc en gros, pour expliquer un petit peu, BPCO c'est bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est ça. C'est un mot un peu barbare. Ouais, c'est ça. Mais pour dire une bronchite chronique. Il y en a beaucoup qui font beaucoup d'expertoration, de glaire, de tout. Ouais. Moi, j'étais pas trop impacté par ça, c'était vraiment le souffle. Et oui. Je crois que l'emphysème le prenait sur la Oui, et donc l'emphysème c'est une complication de la BPCO. Ouais.
qui arrive aussi pas forcément à tout le monde, mais qui peut arriver une fois qu'on a souvent à cause du tabac et qui complique la BPCO et qui modifie en fait la structure du poumon et qui fait que ça le rend moins efficace, en gros. Moins efficace, distendu. Alors après, je n'avais jamais bien compris la distension, mais j'avais une distension énorme de 200%. Enfin, c'était énorme. J'avais encore une vie professionnelle à ce moment-là, et une vie professionnelle très active, très intense. J'aimais mon travail, j'adorais mon travail. Mais à ce moment-là, quand on t'annonce cette pathologie, on te dit de faire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on te donne comme... On m'envoie vers un pneumologue. Ok. On m'envoie vers un pneumologue, et là le pneumologue donc m'explique que pour l'instant on en est à un stade où l'oxygène n'est pas nécessaire, où on peut se contenter de faire de l'exercice, de peu de choses, mais que la finalité, il me parle déjà de greffe. À la première consultation... Ouais. J'allais te dire, il te parle déjà d'oxygène, mais même il te parle de greffe alors. À la première consultation, il me dit la finalité sera... Enfin, on envisagera une greffe. Voilà. D'accord. Donc là j'avais, 45-46 ans à peu près. 46 ans, oui. Ça a dû te faire un choc quand même quand on se parle d'un coup d'oxygène, de greffe, alors que c'est loin de ton quotidien. Oui, mais ça a été un peu la difficulté tout au long de mon parcours, c'est que j'étais un peu dans le déni. Enfin, c'est pas un déni, dans la non-acceptation. Enfin, je voulais pas l'entendre. Je le savais, voilà, ça a été dur. Alors il y a eu cette période-là qui a été dure. Et ce qui a été d'autant plus dur après, c'est que j'ai perdu mon travail à cause de ça. Ah oui. J'ai perdu mon emploi à cause de ça. Mais ça, c'est plus tard. C'est quand j'ai été sous oxygène. J'étais d'abord un patient sans oxygène. Je suis arrivé ici. La première fois que je suis venu, qu'on m'a mis dans la salle côté mer, j'ai vu les gens en face de moi. Je dis non. Oui, donc en fait, là, on est dans un centre de réhabilitation cardio-respiratoire. Ouais. Donc les gens, ils viennent pour faire des stages... pour apprendre justement à Mais j'aurais jamais leur pensé que ça irait si vite. D'accord. Toi, t'es arrivé là directement? Là, moi, je suis venu ici. Quand j'ai vu les gens avec les déambulateurs, l'oxygène, ma première réaction, c'était « Wow, mais je suis loin de tout ça. » Enfin, je ne l'imaginais pas. Même si on m'avait parlé de greffe, pour moi, c'était une greffe... Tu te sentais pas à ta place ici? Non, pas du tout. Pas du tout. La première fois, ça m'a même fait peur. Bon, pourtant, il y a aussi quand même il y a des gens qui sont très mal en point, mais il y a aussi des gens qui vont bien ici. Oui, mais ça donne une image de ce qui nous attend, ça nous ramène un peu sur Terre. Et ça donne une image du futur, de notre futur. Et pour moi, ça a été super dur. Surtout quand tu l'as dit directement. Moi, ça a été compliqué. Et alors, j'ai eu la chance d'intégrer ici un stage rapidement. Et c'est vrai que... Le coup de masse, je ne l'ai pas pris quand le pneumologue m'a parlé de greffe, m'a parlé de BPCO, d'emphysème. Je ne me sentais pas concerné. J'ai eu le coup de masse quand je suis venu ici. À ma première réhabilitation, ça a été super. C'est devenu réel. Ouais, réel et même pire que ce que j'aurais imaginé. Parce que même si on me parle de greffe, à cette époque-là, j'avais pas d'oxygène. J'avais une vie pseudo-normale. Quand je dis pseudo-normale, je m'essoufflais très vite. Mais c'était devenu ton fonctionnement normal, quotidien. Donc pour moi, je m'essoufflais très vite, mais je pouvais encore avoir une vie. Voilà, il était hors de question de marcher, On n'a pas parlé on a parlé de ton travail, on n'a pas parlé de ta structure familiale. Est-ce que à ce moment-là, tu as une compagne, tu as des enfants, c'est quoi tu vis avec qui? J'ai une compagne, mon épouse. Ouais. Alors j'ai 2 filles, mais qui sont maintenant grandes et même à l'époque, qui sont déjà plus à la maison. Ok. T'as des petits-enfants? 2 petits-enfants, 2 petits garçons. Ça m'a pas... À ce moment-là, ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi. Enfin, je les assimilais pas. Et je ne me projetais pas dans le futur en me disant mes petits-enfants, ma fille, mon épouse était très présente, elle consciente de la maladie, et même un peu trop consciente, puisque elle le vivait plus mal que moi en fin de compte. Je crois que au début ça a été peut-être un peu plus dur pour l'extérieur que pour moi-même personnellement. Moi je ne me suis pas projeté vraiment
dans le mal. Je me suis dit, je vais vous revenir. Bon, pour l'instant, tout va bien. Je ne serai plus jamais un grand sportif. Je ne pouvais plus faire de ski. J'étais passionné par le ski, par exemple. Voilà, le ski, on parlait des passions. Moi, le ski, c'était une passion. Le ski prenait fin. Mais du coup, comme tu disais tout à l'heure, tu avais ce déni qui te protégeait un petit peu de la réalité. Oui, c'est ça. En fin de compte, c'était une protection pour moi. Je ne voulais pas entendre, je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas en parler. Mais est-ce que le voile, du coup, est complètement tombé le jour où tu es arrivé dans ce centre-là et où tu as vu les autres ? Non, ça a quand même été un peu resté... Il m'a fallu, pour accepter, 2 ans. Ok. Donc, si on avance un petit peu, du coup, durant ces 2 ans, donc, tu fais des stages, tu apprends quand même plein de choses. Ouais, j'apprends plein de choses. Tu continues ta vie, tu travailles encore ? Je travaille encore. Et à un moment vient Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes sous oxygène et que tu perdes ton travail ? Les résultats ici, les EFR, la difficulté au travail, puis la difficulté de tous les jours, l'abandon de la moto, parce que mettre la moto sur la béquille, ça devenait plus possible. Ouais. Le moindre effort me coûtait cher, remettre mes chaussures, là c'est mes chaussures, tout était compliqué, tout devenait de plus en plus compliqué. Le quotidien devenait compliqué, alors que jusqu'à avant l'oxygène, le quotidien était supportable. Là il devenait insupportable. Ouais. Voilà. Donc, c'était un petit à petit ainsi mieux, ça a pris quoi, 2 ans ? 2 ans, 3 ans. 3 ans. J'ai commencé à être sous oxygène à l'effort, avec peu d'oxygène, 2 litres à l'effort. Et puis après ça a progressé avec le temps, avec la maladie, la pathologie. Est-ce qu'il y a quelque chose là parce que je comprends aussi de ce que tu dis dans le déni, parce que quelque part, est-ce qu'il y a un truc un peu d'injustice ? T'as arrêté de fumer depuis déjà quelques temps ? Ça a certainement joué. Et tu en tout cas, ça progresse. Quelque part, je me suis dit que ça n'avait servi à rien. Enfin, ça m'a un petit peu, j'ai été déçu dans ce sens-là, parce que c'est vrai que j'ai arrêté de fumer en mettant tous mes espoirs là-dedans. Pour moi, c'était que la cigarette. J'étais persuadé que c'était la cigarette. Ouais. Donc c'est vrai que ça a un petit peu tué mes espoirs. Mais... T'as pas eu envie de refumer ? Non, la cigarette, quand j'ai dit non, quand j'ai dit que c'était fini. Non, alors après, attention, je dis pas que je suis pas comme certains fumeurs qui vont dire oh, la cigarette, ça sent mauvais, moi ça me fait vomir maintenant. Moi, si quelqu'un fume une Marlboro à côté de moi, je sais que c'est une Marlboro, je le sens, il y a une empreinte olfactive, une empreinte même gestuelle. Bien sûr. Après, mais non, envie de fumer, non, j'ai plus envie. Ça m'est vraiment totalement passé et à refaire, je le referai pas parce que en fin de compte, quand on arrive à arrêter de fumer, justement, on s'aperçoit que sur 3 paquets que je fumais dans la journée, si j'en appréciais une dizaine, c'était peut-être le grand maximum en fin de compte. C'était juste une gestuelle, je les allumais les unes derrière les autres, comme ça pour fumer 3 paquets, il faut les allumer les unes derrière les autres. C'était juste d'avoir une cigarette à la main. Tu te rends compte qu'il y a quand même une partie de l'addiction, évidemment, mais il y a une grosse partie aussi qui est comportementale, qui est sociétale. Peut-être que tu n'as pas eu toutes les bonnes informations aussi avant. Possible. De ce que tu me dis, que tu pensais qu'en arrêtant, au bout de quelques mois, ça allait complètement disparaître. Et en fait, Après, je faisais que écouter ce qu'on disait. C'est ce qu'on entend. T'arrêtes de fumer, 2 mois après, tes poumons commencent à se décrasser. 4 mois après, puis 1 an après, c'est fini, tes poumons sont propres. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie, mais c'est pas la pratique, malheureusement. Et donc voilà. Donc après, du coup, tu en arrives à être sous oxygène à l'effort. 24 heures sur 24. Et après tout le temps. Après 24 heures sur 24, même la nuit. Voilà. Donc, et quand j'ai commencé à être sous oxygène 24 heures sur 24, je me suis empêché de mettre l'oxygène au travail jusqu'à un certain moment, tant que j'ai pu. Et là, mon patron acceptait. Et le jour où j'ai mis l'oxygène au travail, une semaine après, il m'a dit on va pas pouvoir rester ensemble. Ah oui. Il va falloir trouver une solution, tu peux pas continuer comme ça. Et parce que c'est un métier très commercial, avec l'approche clientèle toute la journée. Donc c'était un peu compliqué avec l'oxygène. Je reconnais que c'était compliqué, même si je ne valide pas sa décision. Et ça a été... Alors pour moi, ça a été un coup de grâce. Parce que toi, en fait, au final, du coup, tu portais ton oxygène dans un sac à dos. Tu avais juste les lunettes, dans le nez. Ouais, c'est tout. Mais et voilà, mais en fait, c'est ça, le regard des gens et le côté approche du client, et du coup, tu ne pouvais pas travailler. Il n'acceptait pas, donc il m'a pas licencié de suite. Je me suis mis en maladie.
Et au bout d'1 an, j'ai été mis en invalidité par la CPAM. Et là, ça a encore été... C'est des épreuves qui sont compliquées. L'acceptation de la maladie, la perte de son autonomie, la perte de son travail, l'invalidité. C'est pareil, l'invalidité, ça paraît anodin, mais c'est pas anodin, dans la tête, ça a une répercussion autre que les gens qui me voient. Pour moi, c'est quoi l'invalidité ? L'invalidité, c'est la perte. On s'écarte de la vie sociale quelque part. Hein, ah oui. Quand c'est vrai. Moi, je suis encore jeune. Oui. À 5 ans, j'ai arrêté de travailler en 2018, 2017. Ouais, 2018. J'ai arrêté de travailler en 2018, donc il y a 7 ans, j'avais 52 ans. 52 ans, on sort du cadre professionnel, on sort de la vie sociale, on se retrouve seul à la maison, c'était pas prévu, on n'a rien prévu, on n'a pas d'objectif à ce moment-là. On se retrouve seul à la maison, c'est pour ça que j'ai pris un chien. J'ai eu Rio justement à ce moment-là, parce que moi, ce qui a été le plus dur, c'est de sortir de la vie sociale et puis de sortir du milieu professionnel. Moi, j'adorais mon travail. Moi, travailler, j'ai jamais été travailler en reculant, hein, ça a toujours été un plaisir. J'adorais mon travail. Et ça a été comme ça toute ma vie. J'ai toujours fait ce que j'aimais. Et quand je suis sorti de là et que, sans avertissement, sans être prévenu, du jour au lendemain, hein, puisque... vous êtes en maladie, déjà vous sortez du cadre professionnel et puis ensuite on vous met en invalidité. Alors il y a déjà le fait d'être en invalidité. Il ne faut pas non plus négliger le côté financier. Parce que l'invalidité, ça veut dire 50% du salaire. Donc 50% des 10 meilleures années. Et moi, mes 10 meilleures années, elles étaient bonnes les 2 dernières. Oui, donc c'est pas... Donc, on perd 50% de son salaire, donc 50% de son train de vie, 50%, et puis, du coup, l'existence, quelque part, c'est dur, hein. L'invalidité, c'est un peu compliqué quand même. Pour moi, ça a été compliqué. Ça m'a un peu sorti du rang social, sorti de la vie. Et oui, parce que du coup, tu as moins de possibilités. Moins de possibilités. Peut-être que ta femme aussi, c'est difficile par rapport à ta femme. Elle travaille. Le matin, tu te retrouves seul à la maison. Si tu veux aller voir tes amis, ils sont tous actifs. Ta famille, elle travaille aussi. Et puis, elle a sa vie de famille. Tu te retrouves à la maison tout seul. Tu n'as rien prévu. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas forcément les moyens financiers d'entreprendre des grandes choses. Donc c'est un peu compliqué. Pour moi, ça a été très compliqué. Perdre mon emploi, c'est ce qui me rattachait, c'est ce qui me permettait un petit peu d'avancer à ce moment-là. Et ça a été vraiment un coup de masse. Moi, perdre mon emploi, ça a vraiment été un gros coup de masse. Oui, c'était un peu donc là, ça a été un peu le moment où... Donc à ce moment-là, tu t'es concentré sur toi, du coup ? À ce moment-là, oui, je me suis concentré sur moi. Et puis, j'ai passé mon temps. Je me suis mis en tête d'être greffé le plus rapidement possible. Ok. Et là, on t'avait reparlé de la greffe, ça avait avancé dans les discussions. Ça avait bien avancé. Dès que j'ai été mis sous oxygène 2, alors j'ai été greffé en 2022 et j'ai fait mon premier parcours greffe en 2019. Donc, est-ce qu'on va expliquer un peu ce que c'est le parcours de greffe ? Donc on t'en parle, comme tu as dit au début, juste pour annoncer un peu le sujet. Et après, tu rentres dans un parcours où en gros, il va falloir que tu fasses plein de choses, que tu subisses plein d'épreuves, si on doit dire, pour voir si oui ou non, on va pouvoir te greffer ou pas. Ouais, c'est ça. On parle de greffer les 2 poumons. Ils appellent ça le parcours de faisabilité. Puisque c'est plus un parcours greffe, c'est un parcours de faisabilité. Et en fin de compte, oui, dès qu'on parle du parcours greffe, on est dirigé vers Marseille. C'est l'hôpital nord de Marseille. Il n'y a que eux, je crois, dans la région PACA, de toute façon. Après, je crois que c'est Lyon. Et là, c'est un peu un parcours du combattant, parce que ça va être fait en plusieurs sessions, 2, 3, ça dépend du nombre de fois où les examens vont être reportés, parce que la machine ne marche pas, parce que le médecin est en vacances, parce que voilà. Et là, il y a un check-up qui se fait complètement de tout le corps, avec des prises de sang, des radios, des scanners,
tout ce qu'on peut imaginer comme examen sur le cœur, enfin surtout. Et à l'issue de ce parcours, alors moi je dirais que le premier parcours a pris à peu près 9 mois. Le temps de faire tous les examens, ça a mis à peu près 9 mois. À l'issue de ce parcours, on passe en formation en réunion collégiale. Donc pendant ces 9 mois, tu fais plusieurs rendez-vous où on te fait plein d'examens pour voir l'état de... La possibilité, la faisabilité. Il faut avoir aucune pathologie à côté, il ne faut pas avoir de problème de cœur, il faut être parfait. Enfin, parfait. Hormis les poumons, mais sinon, il faut avoir aucune autre pathologie en fin de compte. Et oui, parce que maintenant, avant c'était moins rigoureux comme parcours, et puis maintenant, en fait, pour être sûr que tu vas survivre à la greffe et que ça va bien se passer, en fait, on ne greffe pas les gens qui... Oui, tout à fait. Ils sont aperçus que c'était un critère important en fin de compte. Et oui. C'est pour ça qu'on ne parle plus du parcours de greffe, mais du parcours de faisabilité. Ouais. Le mot porte bien. Et donc, c'est difficile alors, du coup, parce que tu es un peu dans le stress aussi de ne pas savoir. C'est horrible. C'est horrible. Ok. C'est horrible parce que du début à la fin, on ne sait jamais. La preuve, en plus, j'en suis la preuve. C'est que donc, je fais mon parcours de greffe, 9 mois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que moi, mon épouse, ma fille sommes convoqués un vendredi. Le jeudi soir, on me dit demain, votre épouse, votre fille viennent. Pour dire si oui ou non vous allez être greffé. Non, les examens sont bons, vous allez être greffé. C'est pas passé en réunion collégiale encore, mais il n'y a aucune raison de ne pas vous greffer. Donc demain, vous aurez l'entretien avec le professeur du service, avec votre épouse, votre fille, le médecin, le pneumologue. Donc pour vous expliquer. Pour nous expliquer comment ça va se passer la greffe et comment ça va évoluer. Ok. Et en fin de compte, le vendredi, mon épouse, ma fille viennent, on rentre dans le bureau et là on m'annonce on ne vous fera pas de greffe, vous n'êtes pas greffable. On a des soupçons sur une hypertension pulmonaire et pour l'instant vous sortez du parcours de greffe et vous ne serez certainement jamais greffé. Et oui, parce qu'en fait il suffit qu'il n'y ait qu'un seul petit détail qui ne colle pas pour qu'on vous dise en fait on ne va pas vous greffer parce que il y a trop de chances que ça ne fonctionne pas. Et c'était juste une suspicion. Et oui. C'était même pas une certitude. Et donc là, ascenseur émotionnel, parce qu'on t'avait dit, on t'a dit c'est bon, vous allez être greffé, on fait juste un rendez-vous pour vous expliquer en gros. Là, c'est même pas ascenseur émotionnel, c'est tout s'écroule. Ah oui. Eh oui. Tout s'écroule. Ma fille en larmes, même mon épouse en larmes. Moi, dépité, découragé. Bah oui. Découragé. Tu t'étais raccroché à ça. Pour moi, c'est la fin du monde. Enfin, pour moi, c'est même pas entendable. Je prends un coup derrière la tête, je peux plus parler, j'ai plus les mots. Pour moi, c'est la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Et donc après, suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Et bien suite à ça, je prends rendez-vous, enfin, je continue à voir le pneumologue d'ici, de René Sabran, qui lui sait que ce n'est qu'une suspicion et prend la décision de refaire tous les examens, en tout cas sur lesquels il y a suspicion, en extérieur, pour pouvoir essayer de représenter le dossier à Marseille. Voilà. Parce qu'en fait, donc, on n'a pas bien expliqué, mais donc du coup, il y a plein d'examens qui sont faits, et après, normalement, il y a une réunion entre plein de médecins pour qu'ensemble, ils discutent de votre dossier. Donc, c'est ce qu'on appelle les réunions collégiales. Et que là, ensemble, ils décident de, est-ce que oui ou non, vous êtes on vous met sur la liste, parce que c'est une liste, du coup, de greffe ou pas. Et du coup, ça peut être rediscuté avec un plus grand, on peut demander à un plus grand nombre de médecins de rediscuter le dossier quand il y a un dossier un peu compliqué. Donc le vôtre, c'était le cas. Donc c'était pas un non définitif, finalement, c'était un non relatif. Et voilà. Et donc, mais c'était dur à entendre. Parce que pour moi, c'était un oui définitif. Quand ils me disent votre épouse vient demain, votre fille vient demain, et on va voir l'évolution, on va vous expliquer comment ça va se passer. Le jeudi soir, on vient dans ma chambre, on me dit c'est bon, les examens sont bons, vous serez greffé. Maintenant, il faut attendre que ça passe en réunion collégiale. Et le lendemain, on me dit non, vous ne serez pas greffé. Et ça, vous pensiez pas que c'était possible ? Ah non. Ah non, incroyable. C'était incroyable. Ah non. Mais même pas, je l'imaginais. Enfin, non, même pas en rêve. Pour moi, c'était irréel. Ce jour-là, c'était une journée irréelle.
Donc, Donc bon, du coup vous revenez, donc là le médecin vous refait passer plus d'examens, et finalement et bien finalement, après avoir passé tous les examens, le pneumologue demande à ce que mon dossier soit réexaminé en réunion collégiale. Donc j'ai à nouveau un rendez-vous avec le pneumologue de Marseille. Et là, je repasse quelques examens, mais vraiment seulement quelques examens. Et je repasse en réunion collégiale. Et là, mon dossier est accepté. C'était début juin 2022. Ok, donc juin 2022, finalement, on vous dit, c'est bon, vous êtes sur la liste. Vous êtes inscrit, ouais. Ouais, ça y est, vous êtes inscrit. Voilà. Donc là, est-ce qu'on vous annonce un courrier du centre de greffe nationale, comme quoi, ça y est, on est listé, et c'est le Graal. Et oui. Alors que là, on dit ça, mais en fait, on pouvait encore sortir de la liste. C'est pas définitif, toujours pas définitif. Oui, je sais, mais j'y ai jamais cru. J'ai vraiment mis tout. Moi, je me suis battu. Ça a été le parcours du combattant, vraiment. Alors après, moi, j'ai toujours 5 combats et je sais que, en fin de compte, c'est peut-être un peu faux parce que si c'est pas faisable, c'est pas faisable. Mais quand même, la preuve que si j'avais laissé tomber, je ne serais peut-être pas greffé aujourd'hui. Donc je ne regrette pas de m'être battu, je ne regrette pas d'avoir insisté lourdement. J'ai certainement des fois été pénible avec le médecin d'ici et même avec Marseille. Je ne doute pas de leur avoir cassé les pieds, mais sans aucun regret. À refaire, je referai la même chose. C'est sûr. Et est-ce qu'on vous donne un délai? Du coup, là, on vous dit vous êtes sur la liste? Non. On vous dit pas quand vous allez être greffé. Parce qu'en fait, du coup, comment ça fonctionne? Donc, on vous met sur une liste. Et un peu une liste d'attente finalement. Ouais, c'est ça. Et le moment où il y aura un greffon disponible qui vous correspond, et racontez un peu comment ça se passe. Eh ben là, on est mis sur la liste, donc sans aucune date, puisque tout dépend du greffon, tout dépend de la compatibilité, tout dépend de plein de choses. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Et puis, on doit être disponible 24 heures sur 24 et joignable 24 heures sur 24. Ça, il faut répondre à tous les appels, puisque ça peut être à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Et là, un mois et demi après, je reçois un appel. J'étais seul à la maison et je reçois un appel. Monsieur de Beauchère, on a un greffon pour vous, on vous attend dans les 2 heures. Et oui, parce que donc du coup, en fait, il faut être joignable tout le temps. Parce qu'au moment où on t'appelle, il faut que tu viennes tout de suite dans les 2 heures. Donc en plus, il faut que tu habites à moins de 2 heures de l'hôpital alors. Et c'est pour ça que certains, quand ils sont vraiment en attente, bien souvent, on envoie rester ici, dans le centre hospitalier, en attente de réponse positive, parce que sinon ils seraient trop loin, les Corses et tout ça. On les laisse hospitaliser. Donc ils doivent vivre là, mais sans savoir quand est-ce que ça peut être. Sans savoir quand est-ce que ça va se dérouler, Donc t'as attendu quoi, 2 mois du coup? 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi, et là... Donc là, tu vas comment? Tu prends ta voiture? Non, j'appelle une ambulance. Non, on peut pas y aller. Ils veulent pas qu'on y aille en voiture. Parce que le stress, quoi. Ouais, le stress. Ah ouais. Moi, quand ils m'ont appelé, je savais plus. J'ai appelé ma fille de suite pour lui dire. Je sais même plus ce que je lui ai dit, mais cela fait bien rire. Enfin, j'étais complètement. Et là, quoi, en panique. T'as de la peur? Non, j'ai jamais eu de crainte. Vraiment. Alors. J'ai eu de la crainte, j'ai jamais eu de peur. Je pourrais plutôt le dire comme ça, parce que ne pas avoir de crainte, c'est quand même difficilement possible pour une opération comme ça. Mais j'ai jamais eu peur. J'ai toujours fait confiance et de toute façon, je concevais pas la vie autrement. À ce moment-là, je concevais pas la vie autrement. Donc j'y suis allé la tête baissée, confiant, persuadé que ça allait bien se passer. Donc là, en gros, t'arrives, on te prépare, là... C'est long, t'attends longtemps? Moi, j'ai été appelé à 15h. Je suis arrivé à 16h30 à Marseille, 17h. 16h30, 17h. J'ai été opéré à minuit. Donc ça va. Donc j'ai quand même attendu un petit moment. T'as attendu un peu, mais ça va. Mais ça va, oui, ça va. Je suis parti en ambulance et ma femme, ma fille m'ont suivi, m'ont rejoint rapidement. Et après, ça va vite quand même. Puis après, on n'a plus vraiment le temps de réfléchir. Enfin, à ce moment-là, arrivé à Marseille, c'est la chambre, les infirmières qui viennent. Il faut se raser, il faut se désinfecter, il faut prendre la douche, il faut se préparer. Ils nous expliquent ce qui va se passer, quand ils nous font la piqûre dans le dos. Là,
Péridurale. Ouais, voilà, la péridurale, etc. Donc, après, tout est un peu confus quand même. On est sur le chemin et puis on se laisse emporter. À ce moment-là, enfin, moi, je me suis laissé emporter. Ouais, on suit le mouvement. Là, après, on contrôle plus rien. Et puis, tu arrives donc devant le bloc. Tu te dis, allez, let's go. Et ouais, let's go. Je suis arrivé, j'ai passé la porte, j'ai dit, c'était donc le vendredi, je crois. Est-ce que je pose une question un peu, mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, peut-être que j'en ressors pas de ce bloc ? Est-ce que tu dis au revoir un peu à ta fille, à ta femme ou... Alors, ou je me suis jamais dit que j'allais pas en sortir. J'ai jamais cru que j'allais pas en sortir. Moi, j'étais hyper confiant. Mais toujours peut-être un peu trop. C'est-à-dire que j'ai jamais participé au groupe de parole avant la greffe. Oui, parce qu'en fait, dans le centre où on est, il y a des groupes de parole justement pour les patients qui vont se faire greffer, justement pour essayer de les préparer à tout ça. Parce que comme tu dis... Ouais. Et c'est une bonne chose. Et je ne l'ai su qu'après, que je ne le sais que maintenant, mais j'aurais dû participer à ces groupes de parole. Je ne l'ai jamais fait parce que j'étais dans le déni, que je ne voulais pas. J'étais tellement conditionné à aller à la greffe et à vivre que je ne voulais pas me polluer le cerveau avec ce que je pouvais entendre qui aurait pu contrarier mes idées et mon projet. Donc le psychologue me demandait souvent de venir au groupe de greffe. Je disais toujours oui et je n'y allais jamais parce que justement je voulais pas me polluer l'esprit avec ce que je pouvais entendre qui est une réalité et qu'il faut entendre, je pense maintenant, avec le recul et avec mon expérience, je regrette de ne pas être allé au groupe de greffe. Mais parce qu'en fait, au final, tu aurais peut-être eu des informations. Parce que là, en plus, on parle, tu vois, du moment où là, on est devant le bloc, on parle de ça. Et même là, on aurait pu te dire, en fait, non, on ne te greffe pas. Ouais. Parce qu'il suffit que le greffon soit défaillant ou quoi, et tout. Et ouais. Et ça peut être dur si t'es pas prévenu, si tu sais pas que ça peut arriver. C'est le concert. Je me suis toujours protégé. Ouais, je vais faire quelque chose à ajouter. C'est pas grave. Je me suis toujours protégé de ce qui pouvait me faire réfléchir négativement à la greffe. Voilà. Oui, tu t'es dit, il faut pas que j'y pense parce que sinon est-ce que tu avais peur de plus avoir envie d'y aller, d'être bloqué? Non, j'ai jamais eu cette crainte. Okay. C'était sûr que j'allais y aller et quoi que pense ma famille, ma fille, mon épouse, mes parents qui étaient encore en vie, enfin mon père est toujours en vie, mais mes parents, mes amis, personne n'aurait pu me faire changer d'idée. C'était mon choix. Ouais, certains étaient certainement pas d'accord, ou en tout cas pas dans le même timing que moi, parce que certains m'ont dit tu peux encore patienter, attends un peu, en connaissant les risques, on est bien d'accord. Parce que comme tu disais, en fait, ils avaient peut-être plus peur que toi au final. Ils avaient plus peur que moi. Eux, ils avaient peut-être l'appréhension que tu sortes pas de ce bloc, justement. Justement, ça a été plus dur pour les autres que pour moi. Moi, c'était ma motivation, c'était mon objectif. Aller à la greffe, respirer, vivre. Je sortais pas de là-dedans et je ne voulais pas entendre quoi que ce soit de négatif sur la greffe. Mais après, c'est peut-être pas une bonne chose. Comme je dis, avec le recul, maintenant, je participe au groupe de greffe et je me dis que j'aurais dû y participer parce que pour le reste, ça aurait peut-être été bénéfique. Pour la suite des événements, alors oui, parce qu'on va y venir. Ça aurait peut-être été bénéfique. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, tu nous partages aussi ce témoignage justement parce que tu partages pas que ce témoignage avec nous, tu parles souvent avec des patients qui vont justement à la greffe. Ouais. Parce que justement, tu te dis que en fait, c'est important qu'ils soient prévenus et qu'ils soient au courant de ça. C'est une bonne chose qu'ils entendent la réalité en fin de compte. Moi, je me suis un peu protégé de la réalité. Mais c'était comme quand on m'a annoncé la maladie, c'était un déni de protection, c'est tout. Je voulais pas savoir. Bon. Et maintenant, je m'aperçois que non, c'était pas une bonne chose parce que le fait de savoir, ça prépare justement ce qui va nous attendre après la greffe. Donc, ou en tout cas, ce qui peut nous arriver. En tout cas, ça t'a pas empêché d'y aller. Au moins, ça, c'est bien. Ah non, donc, du coup, tu y vas. Bon. Et alors après, là, du coup, tu me parles de la suite. Je te laisse raconter la suite alors. Eh bien, la suite, c'est que j'y vais. Je dis à mon épouse et à ma fille à lundi, assis sur le fauteuil.
Et je me suis réveillé le lundi, 5 semaines plus tard. 5 semaines plus tard, puisque j'ai été dans le coma pendant 5 semaines. Donc tu t'es pas réveillé après l'opération? Je ne me suis pas réveillé après l'opération. Ils m'ont maintenu dans le coma. Alors l'opération a été très compliquée. D'accord. Il y a un poumon qui ne voulait pas se décoller. Ils ont eu du mal à enlever un poumon. J'ai été mis, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu dois le savoir. En fin de compte, le cœur à l'extérieur, c'est une machine qui gère, en fin de compte. Ouais. Des fois, on fait ça, on sort le cœur du corps pour pouvoir faire des manipulations compliquées. C'est une machine qui prend la relève. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Okay. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai eu une opération très délicate. J'ai eu beaucoup de complications après l'opération. Et comme j'ai eu beaucoup de complications, on a préféré me maintenir dans le coma. Parce que j'avais un réveil très agité et trop agité pour que mon corps le supporte. Donc on m'a maintenu dans le coma pendant 5 semaines. Donc par des médicaments? Par des médicaments, oui. Aucun souvenir. T'as rien ressenti de particulier? Il y a des gens qui racontent des choses dans le coma. C'est pas un cauchemar. Je ne vais pas dire que c'était un cauchemar, c'était plutôt un enfer. J'étais en fin de compte enfermé dans un bateau. Enfin, je ne peux pas mettre des mots dessus parce que même moi, j'arrive pas à l'expliquer. J'étais enfermé dans un bateau, dans une soute. Je ne pouvais pas sortir de ce bateau, mais en même temps, j'étais dans un aéroport où on décollait, on atterrissait, on décollait, on atterrissait. J'avais très soif, vous ne voulez pas me donner à boire. C'est tout ce que... Voilà, c'est la seule chose. Donc, t'as quand même des souvenirs et t'avais des sensations quand même, du coup. Oui, mais... je n'ai que ces souvenirs-là. Ma famille était présente tous les jours, me massait, me parlait, je n'ai aucun souvenir. Toi, tu les entendais pas, Aucun souvenir, zéro. Rien de rien. Hormis ce rêve, ce cauchemar, je n'ai vraiment aucun souvenir de mon coma. Rien. Okay. Donc je suis maintenu dans le coma 5 semaines. Et puis après ces 5 semaines, donc je me réveille de coma. Et là, ma première surprise, c'est que je suis, entre guillemets, tétraplégique. C'est-à-dire que plus aucun de mes membres ne répond. T'arrives pas à bouger? À rien. Pas un doigt. Est-ce que tu comprends quand tu sors, parce qu'on te sort du coma donc, avec des médicaments? Certainement. Est-ce que tu comprends que tu étais dans le coma pendant 5 semaines ou... Ah non. Non, on m'annonce. Quand j'ouvre les yeux et que je suis en capacité de comprendre, parce que je les ai ouverts à un moment avant, mais sans être en capacité, toujours en étant entre deux eaux. Oui, tu ouvres, tu te rendors, oui, tu reviens plusieurs mais fois. quand j'ouvre les yeux et que je suis en capacité de comprendre, on me dit ça fait 5 semaines que tu es dans le coma. Non, j'ai aucune notion. Et toi, tu as l'impression dans ta tête que tu vas pouvoir bouger et tout normalement. En fait, là, t'es quoi? T'as des tuyaux, tu respires comment? Alors, je suis trachéomisé. Donc, t'es trachéotomisé, donc ça veut dire que t'as un tuyau qui va directement t'attacher dans ton cou. Ouais. Et donc, que, du coup, trou ici, là, t'as un trou, ils nous mettent une trachéo. Et je suis sur le respirateur, en fin de compte. Donc, il y a une machine qui respire à ta place. C'est une machine qui respire à ma place pour l'instant. Et tu peux pas parler alors? Non. Tu peux pas parler, tu manges pas, Je peux pas parler, je suis nourri par voie intraveineuse. Ouais. Et t'as une machine qui respire pour toi. Et j'ai une machine qui respire pour moi. Et donc tu comprends ce qu'on te dit. Ouais. T'arrives à communiquer quand même? Alors, un enfer au début. Au début, un enfer, parce que difficile de communiquer. Au tout début, parce qu'on n'est pas préparé à ça. On n'avait pas la méthode. Donc quand je voulais dire quelque chose, c'est mon épouse qui me récitait l'alphabet, elle me disait A, B, C, D, et quand c'était la bonne lettre, je clignais des yeux. Donc on savait faire que ça. Donc, c'est déjà pas mal comme technique. Hein. C'était compliqué, hein, et je ne pouvais pas écrire sur une ardoise puisque je n'avais pas la capacité de bouger rien. Tu bougeais pas? Ouais. Non, rien, aucun membre, ni les pieds, ni les mains. J'étais vraiment comme tétraplégique, plus rien ne bougeait. J'ai dû réapprendre avec une ergo à tenir une fourchette, à passer une balle de la main droite à la main gauche. Et oui, chaque chose. Je le dis toujours, parce que je trouve que c'est quand même représentatif. Pour appuyer sur la télécommande de la télé, il m'a fallu 3 mois et demi. J'ai pas eu la force d'appuyer sur la télécommande avant 3 mois et demi de greffe. De rééducation après. De rééducation, c'est un truc de fou, hein.
Bah ouais, c'est long. Et ça, par contre, on n'est pas préparé. Je ne pensais pas qu'on pouvait, au bout de 5 semaines, être dans un état végétatif comme ça. J'aurais jamais imaginé. Jamais. Mais alors ça, c'est pas vraiment à cause de la greffe, c'est plus à cause des suites. Ah oui, c'est des suites, ça n'a rien à voir avec la greffe. C'est à cause du fait que tu étais dans le coma pendant 5 semaines et qu'en fait, tu as perdu tous tes muscles. J'ai été complètement déconditionné. Alors après, est-ce que les produits ont une influence aussi sur le corps? Certainement. Hein. Je pense qu'il reste quand même, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais bon, mais ça doit avoir une influence. Mais oui, ça, c'est pas les conséquences de la greffe. Enfin, c'est pas les conséquences de la greffe, non, c'est les conséquences de mon maintien dans le coma. C'est parce que tu as perdu tous tes muscles pendant 5 semaines. Mais c'est un truc de fou. Et est-ce que tu comprends, du coup, là tu me dis, le choc, c'est quand je me rends compte que là, j'ai l'impression que je suis tétraplégique. Tu comprends pourquoi tu es tétraplégique? Enfin, pourquoi tu peux plus bouger? Et que du coup, ça va revenir? Ou est-ce que tu te dis, ça va peut-être pas revenir en fait? Non, je comprends que ça va revenir, mais j'imagine pas du tout à quelle vitesse. Pour moi, ça va revenir beaucoup plus vite. Ok. J'imagine pas le temps qu'il va falloir pour lever un doigt. Pour moi, c'est qu'une question de jours, alors que non, c'est une question de semaines, pour pas dire de mois. Voilà. J'imaginais pas du tout. On n'y pense pas. Quand à l'hôpital, ils nous disent vous vous déconditionnez très très vite, là, ça prend tout son sens. 5 semaines, c'est pas beaucoup 5 semaines. Ouais, mais en fait, tu bouges pas du tout pendant 5 semaines et en fait, on n'imagine pas, vraiment. Hein, alors, j'avais pris du poids au début par les traitements, puisqu'on a beaucoup de cortisone. Avant la greffe, tu nous dis là. Ouais. Mais à l'issue de la greffe, quand je rentre chez moi, mais ça c'est plus tard quand même, mais bon, quand je rentre chez moi, j'ai quand même perdu 30 kilos. Oui. C'est plus d'un tiers de mon poids. Hein. Ouais. Bah parce que c'est pour ça qu'en fait, 40% de mon poids. C'est aussi d'ailleurs un critère pour la faisabilité. En fait, tu es obligé d'avoir un certain poids avant, parce que comme on sait que tu vas perdre beaucoup de poids, bon toi c'est vraiment beaucoup là, mais dans tous les cas, en fait, tu vas perdre beaucoup de poids dans l'opération. Oui, parce que quand je communique avec les autres greffés, je m'aperçois que quand je vois des greffés qui vont passer 10 jours en réanimation et que je les vois ici en réhabilitation, je m'aperçois déjà des difficultés qu'ils ont à marcher. Ils sont bien souvent avec le déambulateur et c'est dur, on le voit, ils le portent le poids de la perte de muscles. Et ça se voit alors qu'ils ont passé 10 jours, mais on l'imagine pas. C'est impressionnant, c'est hallucinant. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué. La dégradation du corps, c'est rapide. Cet état très bas, mais très rapidement. Mais là, du coup, c'est quand même positif parce que de jour en jour, ça va de mieux en mieux. Oui. Mais tu trouves ça long? C'est difficile pour toi psychologiquement? Oui, parce qu'on va lever un doigt, puis le lendemain, on enlève 2, mais on n'enlève que 2 quand même. Donc, on a envie de lever la main. Mais non, la main, ce sera dans 1 semaine. Il m'a fallu 1 mois pour pouvoir me gratter le nez. Non mais c'est vrai. Ça te démangeait depuis 1 mois. Et je demandais à ce qu'on me gratte. Donc allez, A, B, C, D, E, F, G, G, allez. Et oui, je me faisais gratter le nez, les pieds, enfin la tête. C'est horrible. Bon, après là tu dis l'alphabet, mais il y a quand même un moment où on t'a enlevé cette trachéotomie. Non, je l'ai eu. Tu l'as gardé longtemps? Je l'ai gardé 4 mois et demi. Ah ouais. Sur 5 mois d'hospitalisation, j'ai gardé 4 mois et demi. J'ai été détrachéomisé. Alors, en fin de compte, je suis trachéomisé. Je fais 5 semaines de coma. Je sors du coma. Dans les 3 semaines, 1 mois qui suivent, je suis remonté au 8e étage. Donc, pendant ce laps de temps, on me débranche du respirateur. Je respire par moi-même et on juge que je suis capable de remonter dans les étages en service de pneumologie. Donc tu nous parles du 8e étage, ça veut dire là tu sors de la réanimation? Ouais. Tu retournes dans un service normal, si on peut dire. Normal, au bout de 2 mois et demi. Et au bout de 2 mois et demi, je fais une détresse respiratoire en pneumologie normale. Donc j'ai été détrachéomisé. Oui, ok. Là tu respirais tout seul? Je respirais tout seul. 2 mois et demi, je suis remonté au service de pneumologie. Donc là, juste pour faire un petit stop à ce moment-là, t'as de l'oxygène? Non, t'as plus d'oxygène. J'ai plus d'oxygène. Et ça va? Ça va. Tu le vis bien? Tout se passe bien. Ok. Tout se passe bien. Donc, et après, du coup, là, tu fais un épisode un peu d'insuffisance respiratoire? Je fais un épisode d'insuffisance. En fin de compte, je fais un bouchon. Ouais. Donc,
Et donc là, on me redescend en réanimation. Retour en réanimation, ah ouais. Et je me réveille encore avec la trachéo, une nouvelle trachéo. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, rebranché encore au respirateur. Donc là, c'est la gifle. C'est la gifle pour moi et c'est la gifle pour ma fille et pour mon épouse. Et oui. La grosse gifle. Parce que pour nous, la fin avait sonné, c'était fini, on était remonté dans les étages. Et là, on recommence. Donc là, t'as l'impression que tu recommences du début. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es greffé à ce moment-là? 2 mois, 2 mois et demi. Ah ouais. 2 mois, 2 mois et demi, ouais. Et là, je redescends en réanimation, retrachéo, et infection. Bon, bref. Et le souci qui s'est greffé à ça après, c'est que suite à cet épisode, je n'arrivais plus à me projeter sans le respirateur. Mais là, c'était la question psychologique. Ouais, j'étais persuadé que je pourrais plus me passer de respirateur. Quand on me faisait la toilette, quand on me faisait la toilette, on nous fait mettre sur le côté, hein, il y a un mouvement bien spécifique et tout, donc on se met sur le côté. Et le fait de se mettre sur le côté, ça me serrait la cage thoracique. Rien que l'idée qu'on allait me serrer la cage thoracique pour faire ma toilette, je demandais à ce qu'on me mette le respirateur à 100% d'oxygène. Parce que rien que cette idée-là, j'arrivais quand même à désaturer à 84, 82. Mais c'était que le mental. Ça n'avait plus rien à voir avec la greffe ou avec une pathologie quelconque, une complication quelconque. Ouais. C'est ma tête qui je me mettais en panique en fin de compte. Tu te paniquais. Ouais. En fait, donc du coup, on va expliquer un petit peu les termes, mais donc en fait, ta saturation normalement en oxygène, ça veut dire que tu dois avoir 100% d'oxygène dans ton sang pour que ça soit normal. Et en fait, si tu respires pas bien, et du coup, tu n'arrives pas à avoir 100% et tu descends. Donc là, tu me dis 82%, quoi. C'est ça. Et donc 82%, c'est pas du tout assez. Ouais. Donc après, on est obligé de remettre de l'oxygène pour que ça remonte. C'est ça. Sinon, en fait, ton corps a plus assez d'oxygène pour fonctionner. Et donc, le fait que tu stresses, ça te permet plus de respirer correctement. Et donc, voilà. Ouais, ça me vraiment, c'est dans la tête, ça me bloque. Et je vois ma saturation, parce qu'on a les écrans devant, je vois ma saturation qui tombe. Ouais. Ça me met 2 fois plus en panique. Ouais. Et cette deuxième partie, justement, a été compliquée parce que mécaniquement, médicalement, physiquement, il n'y a plus rien qui m'empêchait de respirer. Hormis mon psychisme. Oui, parce que là, on avait réglé toutes les complications, tous les problèmes, les infections, tout ça, c'était OK. Ouais. Et en fait, tu étais bloqué dans le... Ouais. Alors, j'avais encore un problème d'estomac. Ouais. Parce que je ne pouvais pas m'alimenter. Tout ce que je mangeais, je le vomissais, puisque de toute façon, je ne pouvais plus Super. Ouais. Donc ça a été une autre complication, mais bon, ça rentre pas dans le cadre du respirateur et tout ça. Mais il y avait quand même ce point-là. Et moi, si j'ai réussi à me passer du respirateur, c'est juste grâce à une infirmière qui, un jour, quand elle est venue pour ma toilette, m'a enlevé l'écran avec la saturation, avec le cœur, avec tout ça. Et il m'a dit, je ne vous mettrai pas l'oxygène. Elle t'a enlevé les chiffres pour que tu les vois plus. Pour que je les vois plus. Elle t'a dit, ça va aller. Ouais, elle m'a dit, vous allez m'écouter, vous fermez les yeux, je vais vous faire votre toilette, et vous m'écoutez. Elle m'a fait faire juste de la cohérence cardiaque. Et j'ai réussi comme ça à reprendre confiance en moi. Et ouais. À reprendre confiance en moi. Et après, à repasser par des séries de, on enlève le respirateur pendant 10 minutes. Le matin, 10 minutes le soir. Et 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et j'ai réussi à reprendre confiance en moi et à respirer tout seul. À respirer tout seul. Comme quoi, c'est fou quand on le dit comme ça, parce qu'on se dit, c'est quand même fou quoi, de dire c'est dur de respirer tout seul. Ouais. Ok. Et donc là, tu finis par remonter dans les étages. Et là, je remonte dans les étages, ça y est. Normaux. Est-ce que tu marches, tu te déplaces? Pas du tout. Non, toujours pas. Hein. Pas du tout. Non. Je remonte dans les étages. Tu parles, au moins. Je reparle. Et ça? Je reparle, c'est magique. C'est vachement pratique. Alors quand même, en réanimation, au bout du 4e mois, je pouvais parler parce qu'ils nous mettent une valve. Ils disent une valve. Oui. Et on peut parler avec.
Mais c'est très... Sur la trachéotomie. Ouais, ils mettent la valve sur la trachéotomie, ça permet de communiquer, mais j'y avais le droit qu'1 heure par jour, parce que pour les glaires, pour les bouchons, enfin bref. Ouais, ok. Donc voilà, les premières fois que j'ai pu parler, c'était magique, parce que c'était un truc de fou. Mais c'est dur de pas pouvoir... Quand les infirmiers... Je suis trachéomisé, je suis tout seul dans la chambre, il y a quelque chose qui va pas. L'infirmier passe, je fais quoi? Ah bah ouais, c'est une bonne question. Tu fais quoi? Eh ben... Ah ouais. Mais oui, mais ça, on n'y pense pas avant une semaine, 10 jours, 15 jours. Avant, on essaye d'attirer l'attention, on regarde, parce qu'on peut pas bouger, on regarde. Mais eux, ils sont dans leur taf, hein, ils sont pas là en train de nous regarder. Elle vient, elle change ses seringues, ses pouces seringues, ses machins. Elle met ça, elle met ses produits à injecter. Eh ben ouais, mais c'est dur. Pas pouvoir communiquer, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, ils ont mis en place, maintenant, ils ont fait une affiche que pour les trucs essentiels. Oui. J'ai faim, j'ai soif, ça me gratte. Avec des pictogrammes. Avec des pictogrammes montrer, où on peut essayer d'expliquer, parce que c'est d'être dans le silence comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Tu te souviens des premiers mots que tu as dit avec ce truc-là? Oh non, je sais pas, j'ai dû dire à ma fille que je l'aimais, puisque quand on me l'a mis, c'est quand il y avait ma fille et mon épouse, donc j'ai dû leur dire que j'étais content de leur parler, que c'était magique, que... ouais, non, je me rappelle plus les mots exacts, mais... C'était magique. C'était facile de parler? Ouais, genre, oh, ça vient vite. Tu perds pas? Non, ça vient vite. non, ça vient vite. C'est un peu spécial parce que l'air passe par la trachéo, donc il faut réussir. En fin de compte, il passe pas par... L'air passe que par la trachéo, donc c'est un peu compliqué au début, mais ça va. On n'a pas la voix qu'on a d'habitude, on a une voix plutôt caverneuse, mais ça va, franchement... On se contente. Ah ouais, non, c'était que du bonheur. C'est très compliqué de ne pas pouvoir communiquer, c'est vrai. Hein. Vous appuyez sur le bouton, il vient et... Oui, vous n'arrivez pas à expliquer que le problème... Ouais, c'est compliqué de dire où est le problème. Alors, ils essaient. Hein, vous avez soif, vous avez faim. Non, non. C'est dur, hein, ça rend fou. C'est un truc qui rend fou. Ouais. Mais bon. Après, donc là, on t'enlève cette foutue trachéotomie. Ouais. Tu peux reparler normalement. Ouais. Je remonte dans les étages. Tu remontes dans les étages. Tu peux bouger un peu. Tu peux toujours pas manger. Je peux me gratter, je peux tout ça, mais je peux pas encore marcher. Tu peux pas marcher? Non. Là, je suis dans le lit encore et je commence à marcher au bout du 3e, 4e jour. Mais non, je commence pas à marcher. Je commence à me lever. Déjà, se mettre assis sur le lit. Ensuite, se mettre debout, toujours à côté du lit. Et déjà, rien que ça, c'est un effort énorme et c'est déjà une grosse victoire. Déjà, juste ça. Et après, c'est un pas après l'autre. Exactement. Un pas après l'autre. Et ouais, après c'est ça, hein. Aller jusqu'à la porte de la chambre, sortir 5 mètres dans le couloir, faire 3 minutes de vélo. Alors après c'est un pas après l'autre. Après c'est chaque jour un peu plus. Et là c'est très. Et toi tu gardes la motivation là. Chaque jour tu as la motivation. Oui. Quand j'en suis là j'ai la motivation. J'ai perdu la motivation lors de ma 2e descente en réhabilitation. Ça a été très compliqué. Il a fallu que je prenne un coup de pied aux fesses de ma fille. Il a fallu que je prenne un coup de pied aux fesses de mon épouse. Il a fallu que je prenne un gros coup de pied aux fesses de pneumologue. Ouais, du médecin. Ouais. Et ils sont donné rendez-vous tous les 3 dans la chambre. Ma fille m'a mis une soufflante. Ma femme m'a dit je suis pas visiteuse d'hôpital. Donc si tu continues comme ça, je ne viendrai plus. Parce que j'étais vraiment... j'avais un peu lâché prise. J'étais très très fatigué. J'ai eu un moment où ça a été compliqué. Je me suis un peu laissé aller. J'ai un peu lâché prise. J'ai un peu abandonné. Et là, le pneumologue m'a dit physiquement, il n'y a plus rien qui bloque. Maintenant, c'est vous. Et oui. Et tout tient à vous. Vous êtes le seul à pouvoir faire ce qu'il faut. En fait, on comprend parce que c'est un parcours, tu disais parcours du combattant, le avant de la greffe, mais du coup, reparcours du combattant après. Donc, on comprend que tu sois fatigué au bout d'un moment, mais en même temps, il y a aussi un truc où on se dit, maintenant que t'en es là, c'est pas le moment d'abandonner. Mais c'est comme ça que j'ai réussi. Hein. j'ai réussi grâce à cet état d'esprit. En fin de compte, c'est tout à fait ça. Hein. C'est de me dire, j'ai pas fait tout ça pour ça quand même. C'était pas possible. Mourir, c'était pas possible.
impossible. J'ai dit, j'ai pas fait ça pour rien. Oui. Non. Et chaque jour, je me disais, chaque jour que tu es là, c'est un jour qui te rend plus fort. Je me disais, allez, c'est un jour de plus, c'est un jour où tu es encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Et c'est vrai qu'en réanimation, quand j'ai pris la soufflante de mon épouse, la soufflante de ma fille, ça m'a remis le coup de pied aux fesses. Et après, il n'y a plus rien qui... Ouais, il y a eu un déclic. Après, il n'y a plus rien qui pouvait m'empêcher d'avancer. Après, c'était juste une question de garder la motivation parce que c'est très long. Et ça a été aussi dur que la greffe et que les 5 mois de réanimation. La lenteur à laquelle on récupère. Parce que même si on récupère, c'est toujours ce que je dis, c'est pas palpable. Ce qu'on récupère, c'est pas quantifiable. T'as l'impression que ça avance pas. Parce que le kiné, il vous dit, oui, mais regarde, t'as fait 15 mètres, et hier on en a fait 10. Ouais, mais enfin... Oui, tu t'en rends pas compte. Je veux pas aller à 15 mètres, je veux aller à au moins 100. Mais 100, c'est pas possible. Il faut passer par 20, par 25, par 30. Et ça c'est un peu dur moralement à accepter. Ouais. Mais après, il n'y a pas le choix. C'est le tarif. Est-ce qu'après la greffe, il n'y a pas un truc de « Ok, là, j'ai une deuxième chance, donc est-ce qu'on apprécie la vie différemment ?» Peut-être on se donne des objectifs de vie différents. Je pense que, alors, même si on ne se donne pas des objectifs de vie différents, on relativise beaucoup plus. Ouais. Il y a des choses qui prennent beaucoup moins d'importance dans la vie. Moi, je veux profiter de chaque moment maintenant. Je veux profiter de mes enfants, je veux profiter de la vie. Et peu importe je veux pas de conflit dans ma vie. Oui. J'évite. Je veux pas de gens. Je veux pas qu'on vienne me polluer l'esprit. Je veux pas de gens négatifs autour de moi. Vous n'avez plus le temps pour ça. J'ai pas le temps. Voilà. C'est toujours ce que je dis. J'ai plus le temps. Le temps est compté et j'ai pas le temps. Au final, si on fait un récap, donc t'as fait T'as fait 2-3 mois de parcours avant greffe. J'ai fait... De faisabilité. Oui. Ensuite, t'as fait quoi? T'as fait combien de mois de réanimation? 5 mois. 5 mois de réanimation. Oui. Ensuite, la rééducation. Dans les 5 mois, t'as fait du coma. 5 semaines 5 semaines de coma, 5 mois de réanimation. Rééducation pour pouvoir, je dirais, aller faire les courses. Tiens, un exemple tout simple. Ouais. On va pas parler de faire les courses. Aller se promener au bord de l'eau. Sortir ton chien, par exemple. Mon chien. Il m'a quand même fallu, pour faire une balade sympathique pour moi et pour le chien, un an. T'as pas d'interdiction, tu peux tout faire du moment que comme tout le monde peut s'entraîner. Même sauter en parachute. Incroyable. Bah oui. C'est vrai. Bah oui. C'est mon prochain défi. C'est vrai? Ouais, j'ai toujours voulu le faire. Okay. Et quand j'étais sous oxygène, je pouvais pas. Oui. Puisque à telle altitude, on m'avait dit les alvéoles, le machin, le truc, fallait pas que ça explose, que ça éclate. Ah bah oui, ça paraît mieux. Voilà. Donc je pouvais pas, mais là je le ferai. Ouais, je peux tout faire. C'est prévu? T'as prévu? Ouais, je le ferai, certainement l'année prochaine. Ok. Ouais. On est allé au ski cette année, en décembre. Donc ça a été ma première reprise de ski, qui s'est bien passée. Franchement. Chaque année un nouveau défi, quoi. Ouais. C'est bien. L'année prochaine, parachute. Et après, mais là, parce que là, on n'a pas dit, mais t'es greffé depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans. Ouais, oui. T'as mis déjà 1 an pour t'en remettre, et là, tu commences à refaire des trucs où vraiment. Maintenant, j'ai une vie quasi normale. Ouais. Je serai jamais un grand sportif, ça c'est clair. Courir, par exemple. Oui, qui était ton objectif de base. On sera au tout début de cette histoire. Et oui. Je devais faire la route du sel. En trottinant. En courant. Pour l'instant, c'est pas encore possible. Je dis pas le futur. On sait jamais. Peut-être que c'est l'objectif de. Parce qu'en tout cas, j'ai conscience que c'est juste une question d'entraînement. Ah bah oui. En tout cas, merci pour ce témoignage qui, j'espère, inspirera d'autres gens. Ben oui, j'espère. Tu vois, et motivera des gens parce qu'en fait, au final, ce que tu racontes, ça marche dans ta pathologie, mais en fait, ça marche aussi dans beaucoup d'autres cas. Oui. Et que parfois, faut garder le cap. Comme je dis, même sans pathologie. Et oui, en effet. Enfant, ça peut être une épreuve. Il y a beaucoup d'épreuves possibles de la vie. Il y a plein de choses qui sont compliquées dans la vie.